Salut Coraline. Salut Mirza. Comment vas-tu? Ah bien, il fait dégueulasse. Mais je suis pas fâchée. Pourquoi pas? Je sais pas, j'aime bien la pluie. Et j'aime bien la pluie au printemps. Ok, ça marche. Puis c'est le printemps, ça m'enjaille beaucoup. Donc il peut pleuvoir, c'est pas grave. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Merci. Aujourd'hui, nous avons une invitée, c'est Nadia. Salut Nadia. Salut Lirza. Nadia, tu es une maman de 5 enfants, tu as 56 ans, tu travailles dans le contexte de l'enfance, tu es une passionnée de lecture depuis toujours, depuis que tu es toute petite, et tu es la fière humaine de 5 chats et un chien. Je suis très contente de faire cet épisode aujourd'hui, d'une part parce que je suis contente que le podcast devienne plus intergénérationnel en fait. Et en plus, je suis très contente de m'attaquer à la question de la génération en ce qui concerne le féminisme, parce que souvent on va entendre des discours type non mais c'est la future génération qui va faire changer les choses. Souvent des discours de personnes qui se dédouanent un peu du travail qu'il faut faire pour faire bouger des choses. Du coup, je suis contente d'avoir un exemple comme toi qui est devenu féministe et qui a refait une lecture féministe de ta vie et qui continue en fait d'évoluer et de modifier des schémas qui sont installés. Oui. Et je trouve ça très inspirant et je trouve ça super en fait que ce soit pas quelque chose qu'on dise tout le temps, ah oui c'est à cette génération-là de faire ci ou de faire ça. Ah bah non, il faut aussi que on se bouge quoi, Ouais. les femmes de notre âge et puis il faut que tout le monde prenne conscience. Ouais, mais c'est très rafraîchissant de voir quelqu'un comme toi en vrai. Ah ouais. Ouais. Du coup, nous allons parler de comment tu as découvert le féminisme ou comment il a été réveillé en toi, comme tu dis. Nous allons parler de la relecture féministe que tu as faite de ta vie en passant par tes grossesses, des relations toxiques que tu as eues, des violences médicales et de psy que tu as subies. Et enfin, on va clore la discussion pour parler de ce que tu en fais aujourd'hui de ce féminisme, comment tu repères les hommes machistes et comment ça change ton point de vue sur la vie, ton approche à la famille et comment tu vois ton rôle éventuel de grand-mère. Oui, tout bien. Super, ça te va comme, Ça me va comme très programme. bien. Si on commence avec l'ouverture au féminisme et le réveil au féminisme, comment ça a commencé pour toi? Bah ça a commencé grâce à ma fille Mathilde qui m'a conseillé des podcasts et puis qui me disait maman ça c'est sexiste quand je disais j'avais une expression ou que on discutait puis moi je me rendais même pas compte en fait que ce que je disais était sexiste et puis aussi Louis les deux m'ont un peu éduquée quoi en me conseillant des podcasts et puis dans les discussions qu'on a pu avoir aussi. Est-ce que tu aurais des exemples concrets, soit de choses que tu aurais dites pour lesquelles Mathilde t'a reprise, et puis aussi de podcasts concrets qu'on t'a conseillés, ou de lecture ou En fait, les podcasts que Mathilde m'a conseillés, il y avait Les couilles sur la table. Il y en avait un autre, mais maintenant je ne me rappelle plus lequel c'était, mais c'était surtout dans le domaine de l'art, le féminisme dans le domaine de l'art. Et il y avait eu un podcast sur Picasso. Vénus s'épile-t-elle la chatte? Voilà, C'est c'est à ça. tout le monde. Voilà. Ouais. Et puis alors des exemples, je sais pas si je vais me rappeler d'exemples de ce que je pouvais dire qui faisait sauter au plafond Mathilde. Bon, c'est pas grave. Non, je me rappelle plus comme ça. Ça faisait sauter au plafond Mathilde. Toi, Ouais. ça t'a touché. Ah oui. Comment toi t'as réagi du coup? Moi, en fait, au début, je me suis dit, mais elle me dit quoi, en fait? Parce que pour moi, c'était normal. Ouais. Ça m'interpellait plus quand elle me disait, maman, ce que tu viens de dire, c'est raciste. Parce que je me disais, mais attends, moi, je suis absolument pas du tout raciste. Ouais. Enfin, voilà, au contraire, je suis ouverte aux autres et tout. Et je disais, mais comment ça, c'est raciste? Et vraiment, c'est un peu comme une fois quand j'étais allée faire un cours de philosophie, où le prof était hyper calé, puis qu'il nous parlait très vite, en plus d'un truc tout con, hein, de la caverne de Platon. Puis je comprenais rien de ce qu'il expliquait, puis j'avais l'impression que mon cerveau, il était comme si on fait de la gymnastique, puis qu'on n'est vraiment pas souple, et puis qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas à accéder à ce qu'on veut. Ouais. Et en fait, quand Mathilde me parlait de racisme ou de sexisme, c'est comme si j'avais pas été faite pour penser comme ça. Ouais. Et du coup, ça m'a interpellée, parce que je savais que Louis et Mathilde... Je suis une maman qui voit bien les défauts de ses enfants, mais je voyais bien que c'était des bons enfants avec des belles valeurs. Ouais. Et ça me dérangeait de pas comprendre, en fait. Ok. Et puis, j'ai toujours pensé que mes enfants, autant j'avais élevé mes enfants, mais autant mes enfants, que ça allait dans les deux sens, quoi. J'avais soif d'apprendre leur mode de pensée, ce que eux découvraient dans leur propre vie de jeunes personnes, dans le contexte où ils évoluent, où moi, j'y suis pas du tout, quoi. C'est beau ce que tu dis. Ouais, c'est clair.
Ok, donc le fait de valoriser tes enfants, finalement, et leur vécu, Ouais. ça t'a interpellé et tu t'es dit, là, c'est moi qui comprends pas quelque chose, Oui. en fait. Oui. C'est comme ça que tu as fait une première ouverture. Oui. Ben, en fait, une fois que tu fais l'ouverture en toi, c'est facile d'aller chercher l'information, les podcasts, les lectures. Ouais, oui, Oui. c'est vrai. Puis Mathilde m'a donné des conseils, mais après, il y a un autre truc aussi très important que je vous ai pas dit, je crois, puis que j'ai vraiment envie d'en parler. Au travail, j'ai fait connaissance d'une collègue, une jeune collègue de 24 ans qui s'appelle Morgane, que j'adore, qui est devenue une amie très proche, qui est féministe, qui a une grande sensibilité féministe. Et puis quand j'ai commencé à avoir des discussions avec Morgane, elle m'a apporté quelque chose de plus encore, parce que ça venait pas de mes enfants. Ok. Même si mes enfants c'était pire précieux, je sais pas pourquoi cette jeune fille de 24 ans qui a envie de devenir mon amie, qui me dit viens avec moi écouter Mona Chollet à l'Uni, où ça m'a apporté une dimension encore plus élargie. Elle m'a apporté un plus en fait, comme un paysage plus divers Ok. du féminisme. Bah, c'est chouette. Après, c'est vrai, je pense que c'est différent aussi quand ça sort du cercle familial où finalement t'es un peu obligé de vivre Oui. ensemble. Du coup, d'avoir aussi cette personne Voilà. extérieure qui, en plus, Ouais. avec qui t'as une relation proche. Et puis que Ouais, finalement, ça sort du schéma habituel. je suis très honorée qu'elle me donne son amitié, vraiment. Ouais. quoi. Une fois que tu t'es lancé dans le processus, si ça va pour toi, on peut maintenant passer en revue ton passé. C'est ce que tu m'avais dit, que tu as plus ou moins refait une espèce de lecture de Oui. tout ce qui t'est arrivé et tu commences à réaliser à quel point c'était pas ok ou à quel point c'était des injonctions patriarcales, à Ouais. quel point ça t'arrivait parce que tu étais une femme. Si tu es d'accord, on commence par parler des grossesses. Ouais. Tu as donc 5 enfants Mhm. et la première fois que tu étais enceinte, tu avais des jumeaux. Mhm. Tu avais 22 ans, c'est ça? J'avais 23 ans. Qu'est-ce que tu peux dire de cette première grossesse? Comment elle s'est passée? J'étais mariée, je me suis mariée à 21 ans. J'ai voulu, c'est un grand mystère, j'arriverai pas même aujourd'hui à vous expliquer pourquoi, un bébé avec un homme pire toxique. Et je tombais pas enceinte. Parce que je pense que mon inconscient et mon corps disaient fais pas de bébé avec cet homme. S'il vous plaît. À 23 ans, je savais pas grand-chose de la vie. Hein. Vous êtes hyper avertis à côté de moi. Moi, j'étais vraiment un bébé dans la jungle. J'ai insisté. Je dis à mon gynéco, j'ai envie d'avoir un bébé, mais ça vient pas, quoi. Bah, du coup, d'abord, il a dit, on va voir si vos trompes sont bouchées. J'ai dû faire un examen. Il faisait passer un liquide dans les trompes et puis il voyait sur l'écran si elles étaient bouchées ou pas. Et puis quand il a commencé à introduire le produit, c'était une machine qui lançait ce produit par à-coup. Je entends encore le bruit, ça fait tac, 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 tac. Et plus le produit circulait, plus j'avais mal. Un peu comme une douleur de règle quand on a l'utérus qui se contracte, mais en Ouais. plus fort. Et ça augmentait. Puis j'osais pas trop me plaindre. Je prenais beaucoup sur moi à l'époque. J'ai rien dit, mais après c'était tellement insoutenable. Je lui ai dit, mais c'est normal que ça fasse mal comme ça. Puis il m'a dit, il a rigolé, puis il m'a dit, ça fait mal comment? En se moquant un peu, quoi, en se tirant des balles. Et puis je suis tombée dans les pommes. Waouh, Ouais. mal comme ça. Ils arrivaient pas, ça faisait mal, ouais. Ouais. Et puis ils arrivaient pas à me réveiller. Donc mon mari qui était dans le couloir, ils sont allés le chercher pour que j'entende sa voix. Je sais pas pourquoi ils ont imaginé que sa voix allait me réveiller, mais bon. au bout C'est la d'un raison de moment- ta vie, non? Dieu Ouais, le bah. Père. Vraiment, j'ai pas compris. Bref, au bout d'un moment, je me suis réveillée. Je suis rentrée chez moi, mais mon mari devait me soutenir, quoi, me porter, parce que j'arrivais, les jambes étaient toutes molles, enfin, j'arrivais pas. Ben, mes trompes étaient pas bouchées, puisque c'était mon inconscient qui me disait, fais pas de bébé avec cet homme. C'était ton inconscient qui était bouché. Alors, mon inconscient était bouché. Et du coup, il m'a dit, bon, non, alors on va stimuler l'ovulation pour que vous puissiez tomber enceinte plus facilement. Puis du coup, j'ai pris un médicament qui s'appelait du Clomid, je crois. Bah, ça a tellement bien stimulé l'ovulation qu'il y a eu 2 bébés. Ah, ok. Je trouve que c'est quand même assez dingue d'imaginer qu'à cause de ce gros connard de gynéco, toute mon histoire est teintée de ça après. Ouais. Ça veut dire que j'ai 2 bébés à la place d'un. Ça veut dire que Nicolas commence à tomber gravement malade à l'âge d'une semaine. Tout ça, c'est parce que ce mec, il s'est dit, je vais lui donner du Clomid à cette jeune fille de 22 ans. Au lieu de lui dire essaye de tomber enceinte Ouais, encore 6 attendez, mois. Au lieu de me dire, mais attendez, mademoiselle, vous avez que 22 ans, nanana, quoi. Ouais. Ouais, ça va venir. Et puis après, pour raconter encore l'histoire de l'examen des trompes, j'ai des collègues qui ont dû faire cet examen et qui l'ont fait sous narcose. Oh my God. Ouais. Donc c'était normal que tu aies aussi mal. Voilà. C'est quand même parlant
Moi, ça m'arrive encore de pas oser dire, en fait, que ouais. t'es pas bien. Bah, c'est clair. Enfin, maintenant, on parle de plus en plus de violences gynécologiques et puis Ouais. de toutes les problématiques qu'il y a, parce qu'il y Ouais. a plein de choses qu'on fait qui devraient pas être faites sans narcose. Genre la pose d'un stérilet ou plein de choses qui sont... Enfin, moi, toutes les personnes que je connais qui en ont eu un ont dit que c'était horrible, tellement elles ont eu mal, Ouais. et puis que dans plein d'autres pays, on fait sous narcose. Ah ouais. Et puis toi, t'es un peu là, ouais, mais nous, on s'en fout. Hein, de toute façon. Ouais, ouais. Ah, de toute façon, t'as tes règles, t'as mal, t'as l'habitude, on s'en fout. Ouais. C'est vraiment affligeant. Et ça, c'est vraiment une histoire que t'as revisitée avec ton réveil féministe. Bah oui, à force d'écouter des podcasts, de réfléchir et tout, en fait, j'ai pris conscience que presque toute ma vie n'a pas été ok, quoi. Mhm. Que ce soit les rendez-vous médicaux, mes maris, rien n'a été ok. Tout était abusé. Enfin, j'exagère là, mais j'ai eu peu d'éclaircies en tout cas. Ouais. Où je me suis sentie bien, respectée, reconnue. Ouais. Vraiment peu, vraiment très très peu, quoi. Pour finir, juste l'histoire des jumeaux, puisqu'on est dans un podcast féministe. Ils sont nés prématurés, donc on les a mis au pavillon des prématurés tout de suite, à 7 mois. Moi, j'ai eu une césarienne avec une narcose parce que rien n'allait comme il faut, quoi. Ouais. Juste avant que j'accouche, mon mari voulait partir en vacances. Tout seul, donc, dans son pays, bien évidemment. C'était pas clair. Bah oui. Il voulait pas te relaxer puis te montrer un endroit Non, cool, non. pour profiter en tant que couple, quoi. Je sais pas s'il sait ce que ça veut dire couple. Donc il voulait partir dans son pays en vacances et puis moi je lui avais dit non, ça m'inquiète un peu parce que je sais que les jumeaux on peut les mettre au monde plus tôt donc tu risques de pas être là pour l'accouchement. Mais bon, il s'en fichait de ce que je disais, donc il avait décidé de partir quand même. Le jour avant qu'il parte, une voisine m'a apporté plein de cerises et puis j'ai mangé plein de cerises parce qu'elles étaient grosses et noires, trop bonnes, quoi. Puis en fait, ça a fait effet cacahuète, puis j'en ai mangé beaucoup. Ouais. Et après, le soir, j'ai eu mal au ventre et je lui ai dit j'ai mal au ventre, je suis pas bien et tout. Je préfère que tu m'amènes aux urgences à la mat avant de partir, qu'on vérifie que tout va bien. Et puis du coup, il m'a amenée à la maternité. À la maternité où je suis, ils se sont rendus compte que le cordon ombilical de Nicolas, il était mal irrigué parce qu'ils avaient des échographies beaucoup plus performantes où ils voyaient le flux sanguin dans le cordon ombilical. Du coup, ils m'ont gardée, quoi, parce que s'ils n'avaient pas vu ça, ils seraient morts dans le ventre. Et ils ont attendu quelques jours de voir si ça s'arrangeait. Ça s'arrangeait pas. Et puis, du coup, ils ont décidé de faire une césarienne pour les sortir, quoi, pour sortir Nicolas, en fait. Pendant tout ce temps, il venait à l'hôpital, puis il me disait quand même qu'il allait partir. Et puis, moi, j'étais au fond de mon lit. Puis, il y avait toutes les séances aussi, quand on a des jumeaux épouvantables, où ils veulent écouter le cœur du bébé. Et ça prend des plombes, parce que... il chope un cœur, après il chope un deuxième. Ah non, c'est celui de la maman. Pour finir, il n'est pas parti, et puis ils ont fait la césarienne. Je suis restée 10 jours à l'hôpital à cause de la césarienne. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de dames, alors ils m'ont dit que je pouvais rester pour aller voir les bébés, d'être plus près des bébés. Une amie à moi, pas ma meilleure amie, c'est pas un film, mais une amie à moi, elle est venue dormir avec mon mari à la maison pendant les 10 jours où j'étais à la mat. Et c'était pas pour le réconforter parce qu'il s'inquiétait pour toi. Ouais. Non. C'est pour le divertir parce qu'il n'a pas pu partir en vacances. Oui. Voilà, c'est ça. C'était la compensation. Est-ce que les gens autour de toi étaient au courant de ça ? Oui. Parce qu'ils allaient main dans la main au Festival de la Cité, ils allaient au lac. Ouais, les gens qui se cachent même pas, quoi. Et quelqu'un te l'a dit ? Comment tu l'as su ? Je l'ai su des mois plus tard, c'est ma maman et ma sœur qui me l'ont dit. Qui savaient à l'époque, quand même. Qui venaient avec une tête d'enterrement à la mat, et puis je croyais que c'était contre moi, je comprenais rien, quoi, en fait. Tu lisais pas ça avec un filtre féministe ? Pas du tout, non. J'acceptais pas la tromperie, et ça me faisait vraiment beaucoup souffrir. Ouais. Mais il n'y avait pas de pensée féministe autour de ça, autour du comportement de mon mari. Je pensais parce que un psychiatre que j'ai vu bien des années après m'a fait la remarque, je l'avais verbalisé pendant une séance, que j'étais responsable de la tromperie. Oui, oui. J'avais pris du poids avec la grossesse, et puis je suis pas disponible, et puis de toute façon, j'avais assimilé que j'étais pas intéressante, que je valais pas la peine. Donc, ouais, t'étais responsable du fait qu'il soit allé voir ailleurs, c'est ta faute. Ouais. C'est trop un fil conducteur, genre toute la discussion qu'on a eue avec Juliette. Ouais, c'était ça aussi. C'était comment tout le temps tu penses que c'est de ta faute. Quoi qu'il t'arrive en fait, c'est toi qui as mal, on te fait des choses, mais c'est de ta faute de toute façon. Ouais. Ah ça a été ça avec les deux maris, quoi, en fait. Ouais. Et puis, tes autres grossesses se sont mieux passées ? Alors, Étienne, oui, je l'ai eu jusqu'au bout. La grossesse s'est super bien passée. Moi, je me suis jamais sentie
senti mal pendant les grossesses et puis j'ai aimé être enceinte. Ouais. Ah bah, j'ai réécouté ce matin l'épisode avec Rosalba. J'adore écouter Rosalba. Mais non, alors moi j'ai aimé être enceinte. C'est juste l'accouchement qui a été un peu gâché parce que moi je m'étais organisée avec une voisine pour qu'elle s'occupe des jumeaux quand je devrais monter à la maternité, et puis mon mari a refusé, je sais même pas pourquoi, au dernier moment. Et j'ai dû laisser mes bébés à un copain à lui que j'aimais pas, quoi. Donc en fait j'étais pas très bien pendant l'accouchement. Mais autrement ça s'est bien passé. Je l'ai mis au monde par voie basse, enfin tout bien naturellement, tout bien. C'était trop bien, quoi, Étienne. Donc, tu as eu toutes tes grossesses, toutes ces années sont passées, et puis comment ça s'est passé pour toi la ménopause? Alors la ménopause, quand elle arrivait, j'avais un amoureux depuis quelques années déjà. Quand je l'ai connu, j'étais pas ménopausée, j'étais en préménopause, je pense, mais voilà, j'étais en pleine forme, tout allait bien. Puis après, cette ménopause est arrivée, j'ai eu l'impression d'avoir pris 20 ans en 2 semaines, quoi. Okay. J'ai des douleurs articulaires, mais toutes les articulations me font mal, mes muscles se sont rigidifiés, je suis beaucoup moins souple, les bouffées de chaleur, évidemment, la prise de poids, évidemment. Et puis, c'est aussi grâce à la ménopause que j'ai découvert mon trouble de l'attention, parce que je me disais, mais je pédale dans la semoule pour l'organisation, j'ai toujours eu de la peine à anticiper, à m'organiser, à être à l'heure, j'ai toujours eu de la peine, je perds beaucoup de choses, j'oublie beaucoup de choses, mais là, c'était vraiment l'apothéose, quoi. Ouais, il faut savoir que la ménopause, ça impacte plein de choses, et pas seulement les bouffées de chaleur et la prise de poids, comme on en parle. Qui sont connues, ouais. Et en fait, moi, j'ai senti, dès le moment où j'ai été ménopausée, que j'étais un peu affaiblie, et puis que j'avais pris du poids, que mon amoureux s'éloignait. Et là, je me suis dit, mais non, d'une pipe, ça recommence, quoi. Ouais. C'est nouveau, t'es pas au top. T'es pas assez, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et tout ça, j'ai décrypté parce que c'était pas un pervers ou manipulateur. Il avait des tendances à manipuler parfois, tout petit peu, mais ça avait rien à voir avec mes 2 maris. Mais alors, c'était un pur produit du patriarcat. Hein, vraiment. Hein. C'était l'homme dans toute sa splendeur, qui sait, voilà, quoi. Ouais. Et du coup, au début, on est amoureux, nanana. Mais après, j'observais quand même, déjà à travers mes 2 précédentes expériences et à travers l'écoute des podcasts et puis de ce que Mathilde me disait et tout. Et puis plus je l'observais, plus je me disais, mais c'est pas OK, en fait. Alors, je vivais pas avec lui, parce que moi, Louis et Mathilde, ils sont encore là. Puis lui, il habite à Verestavayer, moi j'habite à Lausanne. Et puis l'idée, c'était que quand Louis et Mathilde partaient, j'aille vivre là-bas. Et puis, en fait, je me suis dit, mais ça va pas être possible, quoi, parce que déjà, moi, la Broye, moi, c'est Lausanne. Je suis née à Lausanne, enfin, je me voyais pas dans la Broye... là-bas. Brouillard. Voilà, exactement. Et puis, les gens sont un peu différents quand même, mais ça me correspondait pas. Et puis, je me suis dit, mais je vais pas me retrouver avec ce type. Seul. Mais ouais, mais franchement, je me suis dit, c'est juste pas possible, quoi. Donc là, t'étais déjà dans ces réflexions-là et t'as pu remarquer en live ce qui se passait. Ouais. Vraiment, quoi. Par exemple, aussi, quand j'ai la ménopause, ça avait l'air de l'encoublé plus qu'autre chose. Je trouvais qu'il n'y avait pas d'empathie, c'était saoulant et tout. Je sentais aussi qu'il avait besoin d'avoir une femme en forme et jolie à présenter aussi. Oui, normal, non? Ouais, non, mais... Et puis je me suis dit, non, mais ça va vraiment pas le faire. Et puis après, quand j'ai découvert mon trouble de l'attention, j'ai essayé de lui expliquer. Et puis, je le sentais pas empathique, plutôt agacé. Quand j'oubliais, je me loupais ou des choses comme ça. Je lui ai envoyé des petites vidéos. Parce que pour moi, avec le trouble de l'attention, c'est essentiel que les gens ils comprennent exactement ce que c'est, parce que c'est pas juste un cliché d'hyperactivité. Déjà, moi, je suis hypoactive, donc je suis pas hyperactive. Et puis, ça impacte tous les paramètres de la vie de la personne. C'est vraiment un handicap qui peut tourner vraiment très grave. D'ailleurs, je crois que c'est 13 ans, l'espérance de vie, c'est 13 ans de moins. Oh, waouh! Pour les accidents de la route... On oublie de prendre soin de sa santé. Typiquement, je ne suis pas allée faire une mammographie que j'aurais dû. J'avais une suspicion de cancer du sein, parce que j'oublie tout le temps de reprendre rendez-vous. Enfin, tous des trucs comme ça, c'est hyper grave, un trouble de l'attention. Je voulais quand même que l'amoureux avec qui j'allais vivre un jour comprenne ça, quoi. Et je lui envoyais mais vraiment des petites vidéos, pas des longs machins de conférenciers. Mais il ne les regardait pas, quoi. Ouais.
Et là, je me suis dit, non, mais... J'ai vu il y a quelques jours un post Instagram du compte Ta pensée A. Oui. Et justement, c'était une femme qui parlait Oui. en situation de handicap et disait moi, c'est une charge mentale de éduquer mon partenaire sur ce que c'est ma vie avec cet handicap-là. Alors moi, je l'ai en grande partie quitté pour ça. Hein. Je dis, moi, je m'emmerde pas de nouveau avec un mec qui a pas envie de comprendre ce que je suis, quoi. Ouais. Et pour qui t'es une nuisance, en fait. Ben, en plus, Je dis, ah non, j'ai trop mis de temps à me réparer pour me remettre un type comme ça, même s'il était 1000 fois moins toxique que les deux autres, tu sais. Je suis fière de moi, mais j'aurais pu me faire piéger par ça, tu sais. Ouais, en 10 ans, il y a pire, quoi. Alors mais quand même, par rapport aux deux premiers, il est chou quand même, nanana. Tu vois, comme je te disais, pour l'homme que j'aime bien maintenant, puis je dis, oui, mais bon, il a un TDAH. Tu vois, il a un truc de l'attention, TDAH, ça se dit plus, mais TDAH. Ouais, mais c'est parce qu'on a l'habitude de juste tellement baisser la barre, en fait, parce que, je veux dire, c'est le minimum syndical, c'est de s'intéresser à toi. Et puis en plus, si t'as un problème, enfin, c'est pas merveilleux, tu vois, c'est en mode, mais en fait, c'est le minimum du respect de l'être humain, quoi. Mais oui. Enfin, c'est comme, voilà, t'entends des femmes qui sont un peu là, non, mais ça va, des fois, il passe l'aspirateur, puis t'es un peu là, waouh. Des fois, il passe l'aspi tout seul, mais félicitations. Mais le laisse pas partir, lui. Regarde-le, en fait. C'est vraiment l'enfant béni des dieux, quoi. Non, c'est... Voilà. Par rapport à la ménopause, t'as dit aussi que toi, t'en parlais très normalement. Moi, je pense que rien n'est honteux. Donc, je suis pas très tabou. Donc, moi, je me suis pas rendu compte. Mais en plus, j'aurais dû réfléchir parce que vraiment que ça m'est arrivé, ces choses-là où je parlais de la ménopause, je dis, j'ai des vapeurs, je sors un moment, c'est la ménopause ou comme ça. Ouais. Et au début, mais j'étais tellement surprise. Mais parce que les gens réagissaient comment ? Mais il se ferme et puis il y a comme un froid, tu sais, comme si t'avais dit ce matin, sous la douche, je me suis masturbée, quoi. D'ailleurs, on devrait le dire et puis c'est ok, quoi. Ouais, bon, après, peut-être, on va quand même prendre soin des sensibilités, mais je veux dire, on aurait dit que j'avais dit un truc vraiment épouvantable. Enfin, c'est pas épouvantable, je sais pas comment dire, mais... mais tabou, quoi. Ouais, un truc tabou. Vraiment un truc... Alors que la ménopause, enfin, je sais pas, c'est pas... je suis pas en train de parler de ma sexualité, je suis juste en train de dire que je me sens pas bien, quoi. Ouais. Tu vois, c'était juste ça. Oui, t'es pas en train de parler d'écoulement vaginal non plus, tu vois. Bah enfin, non. T'es un peu là, ça va, j'ai chaud, quoi. Enfin, et j'ai la ménopause, mais je pense que c'est ce côté... Puis une fois aussi, on allait chez des... excuse-moi, je suis un peu Non, coupée, vas-y. Non, vas-y, j'avais fini. On était chez des amis que j'aimais bien, et puis elle, la femme, elle était super chou, hein. Elle lisait beaucoup, puis on s'échangeait des livres et tout. Puis sa maison, elle était pas très propre, elle était un peu en bordel comme ça, puis je trouvais trop bien. Ouais. Je me disais, waouh, elle est libre de ça, et je trouvais ça trop bien. Elle m'avait dit, Nadia, mais t'es en train de lire quoi? Puis je disais, je suis en train de lire un livre féministe, je sais plus quoi. Et là, j'ai jeté un froid. Je crois qu'ils ont tous regardé leurs pieds. Waouh. T'as dit le gros mot, en fait. Puis j'étais vraiment à côté de la plaque, cette pauvre Nadia, quoi. Ouais. Alors, je pense maintenant, parce que sur Insta, je poste des fois des trucs féministes que je vois, puis que je mets en story comme ça. Depuis pas longtemps, mes enfants m'ont dit « Ah, maman, t'as découvert les stories sur Insta ?» Ils se moquent de moi. Et puis, je vois que sa sœur, elle regarde mes stories, et puis je pense qu'ils doivent tous se dire « Mais heureusement qu'ils sont plus ensemble, parce que... » Elle a l'air insupportable. Alors vraiment, mais le pauvre, quoi. Ouais. Mais moi, je pense vraiment c'est parce que c'est un problème de femme, la ménopause, puis du coup, Mais même avec les femmes, ça dérangeait, tu sais. Je vois un peu le parallèle avec les règles, un temps quand même, ou aussi même entre femmes, t'en parlais pas, quoi. Ouais. Tu vois un peu ce côté, est-ce que t'as un tampon, s'il te plaît? Ouais. Tu sais, genre chuchoter au fond, et puis on a honte, alors que t'es un peu là, enfin, ça va. En fait, on vit le même truc. Puis je veux dire, sans le crier à table, tu vois. Ouais. Enfin, maintenant, je sais pas si c'est mes amis... où on en parle beaucoup, enfin très facilement, mais un temps c'était très Non, alors à mon époque, quoi. À moi, tu vois, c'était un peu comme tu dis. Ouais. Mais par exemple, ça, Mathilde aussi, elle m'a appris. Elle m'a dit qu'au gymnase, quand elle doit aller changer sa serviette, elle la cache pas. Enfin, elle l'étale pas non plus, mais elle la tient dans sa main normale. Oui. Elle se les passe entre copines. Voilà, quoi. C'est plus ouvert. Et puis c'est super, je suis trop contente. Mais il y a peut-être, j'ose espérer, j'espère que c'est vrai, que suite à cette vague féministe, il y a eu une solidarité féminine qui s'est injectée de manière assez saine. Ouais, mais dans votre génération, ou bien? Oui,
Ou même plus jeune. Moi, c'est encore pas ça. C'est ça. Et puis même chez nous, avant cette vague féministe, la solidarité n'était pas forcément là, en fait. Donc ça m'étonne pas que d'autres femmes ne veulent pas parler de ménopause. Et, c'était brisé, quoi. La solidarité féminine était brisée. Ouais, c'est vrai. Oui. Alors, dans ma génération, c'est vrai que c'est très comme ça. Hein. On est très en concurrence. Par exemple, au travail, j'ai eu une remarque à cause de mes robes. Parce que je mets tout le temps des couleurs, des robes à fleurs, un pantalon avec une robe. Enfin, un jour, un colloque, une collègue qui me dit... J'enlève ma veste et qui me dit « Tu vas danser, Nadia ?» devant tout le monde. Puis j'ai dit « Ouais, mais je danse tous les jours. Moi, je danse tous les jours. » Oui, mais à part ça, moi aussi, il y a genre 2 mois, il faisait froid. Je suis allée au travail avec un short et des collants. Et il y a quand même une collègue femme qui m'a dit « Mais t'as pas froid, en fait ?» Et je suis là « Mais si j'avais froid, je m'habillerais pas comme ça. » Ça aussi. Enfin, je sais pas, ça fait partie, je trouve, de ça. Je sais m'habiller, en fait. Ça m'énerve aussi. Alors moi, je fais ça aussi au travail, parce qu'au travail, ils sont interpellés, les collègues, parce que je m'habille assez léger. Depuis la ménopause, j'ai toujours trop chaud. On est quand même dehors avec les enfants, souvent. Ah, mais t'as pas froid? Ah, mais t'as... Alors, je dis non, depuis la ménopause, non. Mais c'est pas mal. Comment tu désacralises un peu, justement, la problématique de la ménopause. Et puis, si tu peux les mettre mal à l'aise pour faire des remarques à la con, c'est un peu tout bénef, quoi. Ouais, exactement. J'adore ça, en fait. Ouais, j'adore ça. Je trouve que la question de la solidarité féminine, elle est encore bancale. Ça va vraiment mieux. Mais justement, de temps en temps, j'ai une remarque comme ça d'une collègue féminine. T'es là, mais t'es juste dérangée que je suis en mini-short, en fait. Tu veux juste me faire remarquer que je suis en mini-short. C'est ça qui se passe. Tu t'inquiètes pas pour ma sensation de froid. Non, pas ça pour toi. Mais ouais, t'as pas eu, disons, des amours très faciles à vivre? J'ai eu 2 maris. D'abord, j'ai eu un mari où j'ai eu les 3 grands, là, les jumeaux, et puis le 3e. Et puis après, je me suis remariée. Là, je suis restée plus longtemps avec lui. Je suis restée 20 ans avec. J'ai eu Louis et Mathilde avec lui. Alors là, c'était vraiment tenir la maison parfaitement. Je devais faire des repas parfaits. Il était hyper exigeant. Il était toxique, quoi, en fait. Puis c'était assez subtil. C'est pour ça que je suis restée 20 ans. Et puis il a commencé à déraper. C'était les jumeaux qui sont partis vivre chez leur père à l'âge de 14 ans d'un quart d'heure. Hein. Le père avait bien tout orchestré, il m'avait dit qu'il me les reprendrait à dos. Ils sont partis, je me suis retrouvée avec 2 enfants au moins. Et j'avais besoin d'agir, en fait, d'être un peu, de faire quelque chose. Et là, j'ai fait, grâce à une amie, j'allais à la bibliothèque chercher des livres, à la bibliothèque publique chercher des livres. Et elle m'avait dit qu'il existait une petite formation pour les bibliothécaires bénévoles chez Bibliomédia. Parce que ça m'intéressait de la faire. Et puis je me suis dit, je vais faire ça. C'est un peu comme si j'allais faire un cours, quoi. Enfin, je me suis dit, je vais aller faire ça. En fait, j'ai adoré. C'était trop, trop bien. J'ai découvert des trucs. Enfin, j'ai vraiment adoré cette formation. Et puis, j'ai travaillé en bibliothèque, mais il y a eu des histoires. C'est du ressort de la solidarité entre les femmes, justement, où il n'y en avait pas du tout. C'était épouvantable. Du coup, je me suis énervée et ça ne me ressemblait pas du tout à l'époque, mais je suis allée ouvrir ma librairie. Je laisse tomber cette bibliothèque et je vais ouvrir ma librairie. Puis là, j'ai dû faire un business plan pour la banque et puis il fallait convaincre la propriétaire du petit local que j'avais vu. Et puis, j'en ai parlé à mon mari, puis il m'a dit oui, trop bien, vas-y. Parce que moi, ce qui me plaisait aussi, c'était que la librairie, elle était peut-être tout était à un quart d'heure. L'école des enfants et puis la maison. Je trouvais trop bien de recommencer une activité professionnelle en n'oubliant pas mes enfants. Et c'était vraiment idéal. Puis en fait, la banque m'a dit oui, puis la propriétaire m'a dit oui, puis je pense que mon mari s'attendait vraiment pas à ça. Et là, alors il a vraiment commencé un peu à déconner, quoi. C'était, je vais vous le dire, c'était à Échalon. Alors, il faisait un peu son malin vis-à-vis des gens. Je suis le mari de la libraire. Donc, t'as pu ouvrir ta librairie? Je l'ai ouverte, Cool. Puis il m'aidait à faire les vitrines parce qu'il était un peu créatif, comme ça, il avait des bonnes idées. Et puis, j'ai fait la vitrine. Et puis, il m'a créé une jolie lampe avec tous des trucs qu'il avait récupérés. Puis, il m'avait fait des jolis trucs comme déco aussi pour la librairie. Ça, c'était le côté public. Hein. Et puis, le côté privé, c'était tu laisses tomber les enfants, les pauvres, ils ont une clé autour du cou. Tu sais pas te débrouiller, tu me fais peur, tu vas te louper avec cette librairie. Et puis le samedi, il restait au lit, puis il s'occupait pas des enfants, parce que moi je devais ouvrir la librairie le samedi matin. Il devenait complètement... Enfin, il a jamais été très sain, je pense, mais il avait réussi à installer une espèce d'illusion comme ça. Mais là, après, avec la librairie, j'avais une porte ouverte sur le monde. Il a commencé à vriller, vraiment, quoi. Il perdait le contrôle, en fait. Puis c'est un peu classique
classique, je crois, ces mecs qui se la pètent auprès des autres pour leur femme. Genre, je suis le mari d'eux, elle est trop cool, elle est extraordinaire. Enfin, c'est un peu la femme un petit peu trophée. Mais derrière, il y a zéro soutien et zéro considération, respect pour ton travail. Zéro. Ouais, et puis dire, tu vois, tu abandonnes tes enfants. Mais, mais en fait, on est deux, déjà. Ouais. Et puis, toi, tu fais quoi? Tu t'en occupes? Tu sais que je me suis même pas dit ça à l'époque. Bah non, évidemment. Je me suis même pas dit ça. Mais tu te rends compte, le tordu, quoi. Je suis à 1/4 d'heure de l'école et de la maison, quoi. Ouais. J'avais acheté chez Ikea un petit canapé lit pour une place au cas où il y en a un qui est malade, il pouvait rester vers moi au bureau pendant que j'étais à la librairie. Ouais. Ils avaient chacun leur place au bureau pour faire les devoirs. Hein. Les pauvres enfants, je les laissais avec la clé autour du cou, quoi. Ouais. Et puis on te faisait croire que tu gérais pas du tout, alors que tu gérais tout, en fait. Alors, oui, mais je gérais pas bien. Parce que c'est vrai que je gérais pas bien parce que j'avais ce trouble de l'attention, mais je le savais pas, tu vois. Oui, je pense que personne gère parfaitement. Hein. Tu as un business, t'as 2 enfants. Et puis surtout un mari qui sert à rien par rapport à l'éducation des enfants. C'est pas qu'il sert à rien, c'est qu'il t'encouble. Oui, c'est ça, c'est une encouble. Mais c'est trop une belle histoire que t'as ouvert une librairie, je savais pas. Ouais, c'est clair. Ah, je t'avais pas dit ça? Ouais, c'était trop bien. C'était le prolongement de mon salon. Et j'avais mis un canapé, enfin, comme toutes les librairies, café, thé et tout. Bah après, c'est moi, quoi, mais... Il y a des gens qui me parlaient, qui se confiaient, puis bon, du coup, j'avançais pas dans l'administratif et tout le reste. C'était trop cool. Ouais, c'était trop bien. C'était trop bien. Ouais, tu goûtais un peu cette liberté comme ça, puis d'être ta propre personne en dehors de ta famille, en fait. Ouais. C'est beau. Elle m'a sauvée, je pense, quand même. Hein. Parce qu'à force qu'ils déconnent comme ça, j'en pouvais plus, quoi. Parce qu'ils me disaient, hein, t'es malade, ma pauvre folle. Enfin, c'était tout le temps moi. Enfin, voilà, quoi. Et puis, du coup, je suis allée consulter, quoi. J'ai dit, je me sens mal. Et puis, là, la psychologue, elle m'a dit, elle m'a demandé de poser ma vie, quoi. Mari, 5 enfants, enfin, voilà. Puis, elle m'a dit assez vite, je crois même la première séance, je pense que vous êtes mariée avec un pervers narcissique. Après, ces mots, je les utilise, c'est un code. Hein. Oui. Des étiquettes. C'est pour me simplifier la vie, parce que je vais pas décortiquer mon mari là. Mais je lui avais dit, mais c'est quoi? Et puis elle m'avait expliqué, puis j'étais rentrée à la maison, il était sur le canapé en train de regarder la télé, je regardais, je me disais, je me suis mariée avec quoi? Elle m'a aidée à faire de la contre-manipulation, elle m'a aidée à dire non, et il devenait de plus en plus cinglé, quoi. Ouais, parce qu'il avait plus la main mise sur toi. Et quand on s'est séparés, mais en fait, je savais plus du tout qui j'étais, quoi. C'était vraiment... J'ai dû faire tout un travail de reconstruction, puis tout un travail mais qui je suis, en fait. Parce qu'il m'avait tellement obligée à ce que tout soit parfait. Au début, je me disais, mais est-ce que je suis quelqu'un d'ordré ou de bordélique? Enfin, il y avait plein de trucs comme ça, tu vois. Moi, tu m'as dit, ma maison ressemblait à un catalogue de Pfister. Ouais, c'est ça. Genre, c'était picobello, mais c'était aliénant. Exactement, je pouvais pas être, je pouvais pas penser. Au début, quand j'ai commencé à écouter les podcasts ou à, je sais pas, à réfléchir à des choses qui m'intéressaient et tout, mais j'étais tellement contente de penser, tu sais, de penser et de me rendre compte que je pouvais comprendre ce que les gens disaient dans les podcasts et puis comprendre ce que je lisais ou comprendre que en fait j'étais pas bête comme il m'avait dit, quoi. Et quand on parle de solidarité féminine, là tu vois, ça me fait penser, mais sa mère, elle était épouvantable avec moi, mais épouvantable, hyper méchante. Une autre femme qui a été complètement, je sais pas comment dire, décomposée, détruite par écrasée, puis du coup on fait plus loin la même chose. Le truc hyper intéressant, c'est que juste à la fin, heureusement que j'étais en train de le quitter, que je me suis pas encore tapé ça, mais elle a commencé un début d'Alzheimer. Et moi, je l'ai connue. J'aime bien heureusement que tu t'étais pas tapé ça. Mais c'est clair. Mais t'imagines. C'est une charge, mais gigantesque. Mais t'imagines si j'avais encore eu ça dans ma vie. Quand on s'est quitté, elle était à la phase du début de la maladie où tu te rends compte que, tu sais, le pire, quoi. Où vraiment, t'es en souffrance. Avant de basculer vraiment, tu te rends plus compte, quoi. Là, j'ai découvert encore un pan de l'histoire de cette famille, c'est que elle se faisait engueuler par son mari parce qu'elle oubliait, alors que le diagnostic Alzheimer avait été fait, tu sais. Et j'étais là, mais attends, une fois, mon mari l'a appelée pour, je sais pas, il voulait leur proposer une sortie un dimanche. Elle a oublié d'éteindre le Natel, et quand mon mari a téléphoné, ils étaient à la messe. Scandale! Et scandale! En pleine consécration, il a dit, tu sais. Et puis 2 heures après, quand on était chez eux, elle était dans le salon en train de pleurer, puis lui, il était dans une autre pièce en train de faire ses paiements, je sais pas quoi, tout énervé encore, parce qu'elle avait oublié d'éteindre le Natel. Wow. Où il lui disait, qu'est-ce que t'as mangé l'autre jour quand on est allé au restaurant? Puis elle se rappelait pas, puis il disait, des filles, mais tu dois te rappeler, des filets de perche.
c'est horrible. Tu te rends compte? Ouais. Mais vraiment, je me suis dit, mais cette femme, elle a servi cet homme toute sa vie. Et moi, j'ai encore dit à mon mari, juste avant la fin, sortez-la de là, quoi, avec ta sœur. Je sais pas, faites quelque chose, quoi. Non, mais c'est violent d'avoir vu ça, ouais. Du coup, toi, Nadia, parmi toutes tes merveilleuses histoires de relations, tu as eu aussi des violences économiques. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ça a commencé au tout début de la relation. On n'était encore pas mariés, mais on vivait ensemble. J'étais employée de commerce à 100%. Ouais. Il était obsédé par l'argent, mais vraiment obsédé. Moi, j'ai un rapport à l'argent tout le contraire, en fait. Je m'en fous presque trop. Ouais. Je veux pas que ça mène ma vie. Son projet, mais vraiment vital, essentiel, c'était de devenir hyper riche. Moi, mon projet, c'était d'être heureuse, et puis riche ou pas, m'en foutais un petit peu, quoi. Et d'avoir mes bébés, puis d'avoir une vie de famille, enfin voilà. Du coup, déjà, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, mais bon, comme moi, je savais pas penser, j'ai appris à développer mon sens critique avec Louis et Mathilde aussi. Mais avant, c'était difficile, j'ai pas appris ça à l'école non plus, en fait, voilà. Du coup, j'ai fait un peu ce qu'il m'a dit, quoi. À part ça, c'est une période vraiment... C'était tellement traumatisant que je me rappelle de très peu de choses. Okay. Quand on s'est mariés, je me rappelle même pas comment était l'église. Je me rappelle même pas qui était au mariage. Je me rappelle même pas quand j'ai dit oui. Je me rappelle même pas de ce qu'on a mangé. Je me rappelle de rien. Parce que je voulais pas me marier, dans le fond. Mais il m'a fait pression. Quand on n'était pas mariés et qu'on vivait ensemble, il a voulu, il m'a demandé je sais plus comment, et il a réussi à me persuader d'aller faire des nettoyages dans les bureaux le soir. Ça veut dire que quand je quittais mon job d'employé de com, j'allais dans d'autres bureaux, mais les nettoyer. C'était humiliant parce qu'il y avait une employée de commerce qui restait tout le temps assez tard, une jeune femme assez jolie, pimpante, enfin voilà, et qui était hyper méprisante avec moi. J'avais juste envie de dire, mais en fait, je fais ce que vous faites là toute la journée. Qu'est-ce que c'est que cette catégorisation C'est marrant parce que ça fait quoi ? Presque 40 ans après, quoi. C'est quelque chose que j'ai jamais oublié, quoi, cette humiliation. Et puis, en fait, moi, je voyais pas mon salaire. Donc, mes salaires, ils prenaient tout, quoi. Ça partait direct sur ses comptes, et puis... Je sais même plus où ça partait, tu sais. Ouais. Bon, j'avais peut-être un peu de sous, mais je me rappelle même plus comment j'avais un peu de sous, quoi. Mais c'était vraiment... Voilà. Et puis, après, on s'est mariés. J'ai quitté ce travail, j'étais à la Winterthur Assurance. En fait, je suis pas du tout faite pour travailler dans des banques ou des assurances. Ça me correspondait pas. Puis de toute façon, ça s'était mal passé. Parce que maintenant, je sais que j'ai un trouble de l'attention. Et que employé de commerce, c'est juste pas possible. On est trop tête en l'air. Enfin, voilà. J'ai cherché un autre travail parce que je m'y sentais mal. Et là, j'ai trouvé un poste d'employé de commerce au tribunal cantonal. Et là, alors c'était trop bien mon travail parce qu'il n'était pas très varié. Donc avec le trouble de l'attention, ça allait bien. Je devais taper les jugements et taper les auditions de témoins en audience à côté du juge. Donc il y avait juste ces deux choses-là et ça me faisait pas partir dans tous les sens. Donc là, j'ai assez bien géré mon travail. J'adorais mon travail. C'est pendant cette période-là que j'ai eu les jumeaux. Après, j'ai demandé à travailler à 50%. Donc, je voyais toujours pas mon salaire. Des fois, j'avais pas de sous pour m'acheter un café à la pause. Ça m'est arrivé de pas avoir de sous pour prendre le bus. On habite à l'avenue de Cours. Le tribunal cantonal est vers l'Ermitage. J'allais à pied. Ça m'est pas arrivé souvent, ça. Mais ça m'arrivait quand même des fois d'être embêtée. Là, j'ai eu les jumeaux. Puis, je voulais m'en occuper, moi, de mes bébés. Et j'ai voulu travailler à 50%. J'ai travaillé à 50% du mercredi après-midi au vendredi soir. Et puis là, il a commencé à me casser les pieds en me disant qu'il voulait que je change, que j'aille dans le privé pour gagner plus. Moi, j'aimais trop travailler au tribunal. Et puis, j'ai dit que je voulais pas. Puis, j'ai tenu le coup un moment. Puis après, il me saoulait tellement que j'ai retrouvé un poste à 100%, mais au tribunal. Je suis restée au tribunal, mais à 100%. Pour gagner plus. Ouais. Un argent que tu voyais pas, en fait. Ouais. Et là, je suis tombée enceinte d'Étienne. Et puis, je commençais vraiment à être au bout de ma vie. J'avais un gros ventre, les jumeaux à m'occuper, le travail. C'était pas du tout mon idéal de vie de famille. Enfin, voilà. Puis bon, plus des trucs bizarres où je me méfiais, des tromperies, enfin des trucs vraiment où tout d'un coup ils se cassaient en vacances. Tout un périple de célibataire parce qu'il était parti avec un copain qui ne m'avait pas dit, qui est aussi un coureur. C'est sa femme qui m'a dit, tu sais, qu'ils sont partis ensemble alors qu'ils étaient déjà partis, quoi. Pour vous dire la violence économique jusqu'où elle allait. J'ai dû appeler ma maman pour dire j'ai un problème.
je sais pas, donc j'avais les jumeaux qui avaient peut-être, je sais pas moi, 15-16 mois. J'ai hyper mal à la tête, j'arrive plus à bouger. Puis juste avant, juste pour vous dire, comme on est dans un podcast féministe, on tenait la conciergerie, parce qu'il faut amasser le plus de fric possible. On tenait la conciergerie, puis il s'était. Voilà. Alors, je venais d'apprendre qu'il était parti avec son espèce de connard de copain. J'avais eu un téléphone d'Autriche. Et puis, je balayais les escaliers. Enceinte jusqu'aux dents. Hein. Ouais. Et là, il y a une vieille dame qui habitait dans l'immeuble, qui descend, une dame assez, comment je vais dire ça, elle avait une certaine dignité comme ça, elle n'est pas une vieille dame intelligente et tout. Puis elle descend les escaliers et tout, elle me voit, elle me dit, vous faites quoi? Parce que c'était une question légitime. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites là? Puis je dis, je balaye les escaliers, parce que moi, je me rendais pas compte. Bah oui. Elle me dit, mais votre mari peut pas les balayer? Tu sens la meuf qui a pas pu fermer sa gueule. Ouais, qui est en mode, non mais lui, je peux plus le voir. Mais elle a dû se dire, quand je lui ai dit, non, il est parti en vacances. Elle est en T'imagines? Bon, Elle a, cette vieille dame, si intelligente et si belle, m'a dit, faut pas vous laisser faire. Ouais. Et j'ai pas compris pourquoi elle me disait ça. T'imagines? Ok, après je rentre pas bien après avoir fait les escaliers à la maison. Mes petits jumeaux, je crois qu'ils dormaient. Et tout d'un coup, j'ai eu des douleurs à la tête, mais horribles. Je pouvais plus la bouger, tu sais, je faisais ça. Ça me faisait hyper mal. J'ai appelé tant bien que mal ma maman. J'ai dit, il faut m'amener à l'hôpital, Mon beau-frère et ma maman sont venus, m'ont amené à l'hôpital. Et puis, ils ont pris en charge les jumeaux. Et moi, j'étais à l'hôpital, puis ils trouvaient rien. Mais comme j'étais enceinte, ils m'ont gardé quelques jours. Je ne me rappelle plus combien de temps, mais ils m'ont gardé quelques jours. Voilà où j'en viens à la violence économique, c'est que... Parce que j'étais un peu séquestrée chez moi. Ma maman, ma soeur n'avaient pas le droit de venir à la maison. J'avais pas de permis. J'avais ces bébés jumeaux, tu sais. Puis pas d'argent. Ouais, pas de fric. Donc, j'étais presque tout le temps chez moi, tu vois. Ouais. Donc, je ne sortais pas beaucoup. Et puis, donc, il économisait... vraiment sur tout le monde, même les petits. Et pour venir me voir au CHUV, ma sœur, elle a dû acheter des chaussures à mes petits. Oh, wow. Et dans l'entrée du CHUV, ils tombaient parce qu'ils ne savaient pas marcher avec des chaussures. J'avais des jumeaux de 15-16 mois. Je travaillais à 100%. J'étais enceinte jusqu'au don d'Étienne. J'avais mal au ventre. Je vais à la maternité dire j'ai mal au ventre, je ne suis pas bien, enfin voilà. Et là, on me dit au CHUV, oh non, c'est bon, c'est rien, vous pouvez continuer à travailler à 100% avec vos jumeaux de 15-16 mois. Enfin, ouais, pas de problème. Et là, je suis rentrée à la maison et il y a eu un clash où mon mari m'a accusée de je sais plus quoi, son training ou je sais plus quoi. J'ai pleuré. Et puis, le lendemain, j'ai appelé mon généraliste et il m'a dit, tu retournes pas au travail jusqu'à l'accouchement. Je lui ai même pas raconté ce qui se passait tellement j'avais honte, mais pour lui ça lui a suffi que j'ai eu les jumeaux de 15 mois, puis que je travaillais à 100%, puis que je me sente fatiguée, quoi. Oui. Et j'ai donné mon congé au tribunal cantonal pour m'occuper de mes enfants moi-même. C'était une greffière qui m'avait dit, mais je sais jamais, je peux vous aider, pour vous conseiller, pour divorcer. Et je comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Ça t'était pas encore traversé l'esprit, non. Quoi. Mais je savais que j'étais malheureuse avec ce type et que j'étais maltraitée, mais je comprenais pas pourquoi la greffière me disait si jamais je peux avoir des conseils. Enfin, ouais. C'était trop bizarre, quoi. C'est l'emprise, en fait, je pense, tu vois. Ah ouais, c'est sûr. Là, évidemment, hein, si je m'occupe des bébés, il n'y a plus de rentrée d'argent de mon côté. Hein. Il a fait quoi avec tout cet argent? Il faisait quoi? Je savais pas ce qu'il faisait, tu vois. J'ai su bien plus tard, mais là, je veux pas le dire dans le podcast parce que je veux pas faire de mal à mes enfants. Okay. Mais il est devenu multimillionnaire. D'accord. Il avait un plan, quoi. Ah ouais. Il avait vraiment un plan et puis... Fait sur ton dos. Voilà. Merci, merveilleux. Et puis après, j'ai divorcé. Enfin, j'ai tenu une année, hein, mais je peux vous dire qu'il a pas aimé que j'ai donné mon congé ouais. sans son accord. Enfin, voilà. J'ai tenu une année. Et puis après, un jour, j'étais à table avec les 3 petits, puis il a pris un couteau, et puis son couteau, hein, le couteau rond qu'on utilise pour manger, puis il a dit « on va tuer maman ». Puis certains petits, je ne me rappelle plus lesquels, ont répété en prenant leur couteau, on va tuer maman. Et puis là, ça s'est cristallisé. Puis je me suis dit, bon, je crois qu'on va mettre un terme à ce mariage. Ouais. Et je ne travaillais plus, en fait. Puis j'avais 3 bébés, donc c'était un peu la merde.
Et puis, je m'étais fait une super amie au tribunal cantonal. Elle avait quitté le tribunal, puis elle travaillait au service social de Lausanne. Et c'est elle qui m'a dit, mais va demander l'aide sociale et casse-toi. Bah ouais. Bon, il a réussi à me convaincre de faire un divorce avec un seul avocat. Donc, on a divorcé. Donc, c'est toi qui as demandé le divorce. Ouais, je suis jamais tombée sur des hommes gentils. Au moins ça, c'est toujours moi qui les ai quittés. Je les ai tous quittés. Au moins, parce que alors, si tu te fais encore quitter, tu sais... Et puis, ils n'ont pas très bien vécu ça, quand même. Je sais pas si c'est ma barre qui baisse énormément ou ma confiance dans l'humanité, mais j'ai envie de dire, heureusement qu'ils t'ont laissé partir. Et qu'il n'y a pas eu de violence. Bah, mais tu sais qu'avec le deuxième, là, quand j'ai ouvert la librairie, qui devenait de plus en plus tard, ma maman, elle a eu vachement peur. Bah ouais, je comprends. En plus, tu dis le truc, on va tuer maman, enfin, je veux dire... Ouais, alors ça, c'est pas le même. Oui, mais c'est d'une violence inouïe, enfin... Il a commencé une psychothérapie, je lui avais déjà dit de partir de la maison. Le deuxième, je lui ai dit, tu pars de la maison. Il est allé voir une psy. Moi, je lui demandais ça depuis des années. Mais tu vois, quand tu lui dis, maintenant, casse-toi. Attends, je vais aller voir une psy. Oui, bien sûr. Je te le demande. Bien sûr, mon gars. Et puis, elle avait demandé à me voir. Ma maman, elle m'avait coachée. Elle avait dit, tu vas pas avec lui dans la voiture. Tu vas de ton côté. Elle avait hyper peur. Elle s'inquiétait vraiment. Et moi, je me rendais pas compte. J'avais pas tellement peur, tu sais. Mais je l'ai quand même écouté. Mais j'avais peur de lui dire, je viens pas avec toi dans la voiture. Tu sais, je savais qu'il n'allait pas. Puis il est arrivé. Puis il me dit, bon, on y va. Puis je dis, ouais, mais moi, je prends ma voiture. Pourquoi tu prends ta voiture? Tu peux venir dans la mienne. Puis j'ai dit, non, je veux prendre ma voiture. Mais je te suis, parce que c'était, je sais plus, vers Savigny, je sais pas quoi, dont la compagne, là, je connaissais pas bien. Et puis, bon, il était hyper énervé. Et puis, il a conduit devant moi. Et il a pris l'autoroute alors que j'osais pas prendre l'autoroute. Que je l'avais pas pris depuis, je sais pas moi, 10 ans, même plus. J'avais peur de prendre l'autoroute. Et il a pris l'autoroute. Ouais, il voulait te faire chier, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que j'ai demandé l'aide sociale pour pouvoir me débrouiller sans mon mari, mais rester avec mes bébés. Entre les allocations familiales et puis ce que l'aide sociale pouvait me donner, j'avais, je crois, 2600 francs par mois. Et puis, j'ai trouvé un tout petit 3 pièces. C'était trop bien, quoi, en fait. Ah ouais. Enfin la paix, quoi. Bon, je l'ai pas eu tant que ça parce qu'il a toujours utilisé les enfants contre moi, donc voilà. Après. Mais t'as senti quand même une part de libération, un peu de liberté. Oui. Il y avait un manteau de pli, j'adorais, un super manteau de pli que j'adorais. Et il l'a donné à un copain pour qu'il le donne à sa femme. Puis un jour, je voulais le mettre, il était plus là, tu sais. Tu sais, quand tu découvres, genre, 1000 manières que les gens peuvent être toxiques. Des trucs que t'avais même pas imaginé, en fait. Que le mec, il peut prendre un habit que t'aimes bien et l'offrir à quelqu'un d'autre. Et tu te sens complètement, genre, violenté dans tes limites. Et t'es là, j'avais même pas imaginé qu'on pouvait me faire ça. Ouais, puis tu dis, c'est pas grave, c'est qu'un habit, c'est tu vois. C'est ça le piège. truc, c'est que toi, tu essaies de te convaincre que t'es un peu chiante, c'est qu'un habit. C'est ça. Il a pas vu à mal, alors que c'est juste la manipulation et de la toxicité intense, quoi. Alors ça, c'est le fondement de mon deuxième mariage. Chaque fois, je restais, mais c'est pas grave. Donc, par exemple, les balades le dimanche, on allait toujours voir les musées qu'il aimait lui, jamais les miens. Ouais. Je disais, c'est pas grave. Pas grave d'un dire non, enfin, c'est juste un musée. Il est cool aussi, l'autre. Ouais. Son mot préféré, c'était juste. Quand je lui faisais un reproche, je lui disais, mais c'était juste comme ça. C'était juste pour ça, tu vois. Ouais, du gaslighting. Par exemple, les yaourts, quand il faisait les courses, je mettais yaourt, les enfants et moi, on aimait bien les chocolats, mocha, caramel, ça. Ils ramenaient des hauts fruits qu'on n'aimait pas. Ouais. Puis je lui disais, mais non, on les aime pas. Chocolat, mocha, caramel, vanille. Et revient avec des fruits. Et ça, c'est trop le truc où tu te sens comme une immense conne d'en faire un mais big bien deal. sûr. Mais en même temps, c'est au plus profond de toi, tu sais qu'on te respecte pas, Exactement. qu'on te considère pas. Si on a rien à foutre que tu manges un truc que t'aimes, c'est que tu vaux rien aux yeux de ces gens, en fait. Exactement. Mais tu sais ce qu'il m'avait dit quand une fois je m'étais énervée? Mais je suis désolée, mais j'arrive pas à acheter les mochas, chocolat et vanille. Parce que moi, si je mangeais des yaourts, parce qu'il aimait pas les yaourts, c'est ceux aux fruits que j'aimerais. C'est vraiment la réponse qui marche sur la tête, quoi. T'es là, quoi? Si t'aimais, toi, tu voudrais ceux-là. Mais c'est vraiment sors de chez moi, en fait. Ouais. C'est ce que t'as fait, quoi. C'est vraiment prends tes affaires et dégage. Ouais, ça va loin, quoi. C'est comme tu dis, c'est que des petits pièges parce que... C'est le musée, c'est les yaourts. Puis à chaque fois, on les prend de manière isolée. Tu vois, c'est juste le musée, c'est juste les yaourts. C'est ça, tu vois pas l'accumulation, en fait, quand t'es dans le truc, tu sais. Ça, c'est aussi un truc qui est propre aux femmes. Tu veux pas déranger, tu veux pas embêter. Tu vas pas quand même être chiante ou bien. T'es déjà traitée comme une nuisance depuis le jour 1. Mais parce que mais t'es conne ou bien, Nadia? J'en ai entendu, tu vois. Mais t'es conne ou bien, triste.
Est-ce que c'est vraiment avec le féminisme que tu as réussi à construire ce narratif dont tu nous fais part aujourd'hui, en fait? Parce que même mettre des mots comme violence économique, mettre des mots comme pervers narcissique, réaliser que ne pas acheter de bons yogourts, c'est en fait une violence. Comment tu ferais le lien, toi, avec ce que tu appelles le réveil féministe? Alors, il y a eu, avant le réveil féministe, un réveil tout court, je dirais, de dire à Denis de partir de la maison, parce que j'avais vraiment l'impression que toute la famille basculait dans la folie, en fait, qu'on était englués dans cette folie. La psychologue m'a dit qu'il était pervers narcissique, elle m'a expliqué, c'est vrai que ça collait pas mal, mais moi, je voulais être honnête vis-à-vis de lui, et je voulais comprendre ce qui m'est arrivé. Et c'était très important que je comprenne précisément ce qui m'était arrivé. J'ai aucun problème à dire qu'il est pervers narcissique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un code pour me simplifier la vie. Par exemple, mon fils Louis, il n'est pas du tout d'accord avec ces termes-là. Voilà. On s'en fiche des termes. Il était toxique, sadique, malveillant, quoi. Et on était hyper malheureux. Et on a tous des traumas de cette vie avec lui. J'ai été chez Payot et j'ai acheté tous les bouquins que je trouvais sur la perversion narcissique, la manipulation, les personnalités toxiques, pour vraiment bien comprendre finement ce qui m'est arrivé. Et là, il y a eu déjà une prise de conscience du genre, j'ai pu mettre des mots sur ce que lui m'avait fait, comme violence économique, ou faire le vide autour de la victime, comme par exemple ma maman, ma soeur n'avaient plus le droit de venir à la maison pendant mon premier mariage, ou elles n'ont pas eu le droit de venir au baptême d'Étienne, des trucs assez trash comme ça. Et ça a été le premier réveil, si tu veux. Qu'est-ce que j'ai compris à ce moment-là? Que des personnes aussi mauvaises, ça existait, vraiment, des mauvaises personnes comme ça. Pour moi, c'est presque... Enfin, je ne sais pas si j'exagère, mais pour moi, c'est comme ça que je le verbalise, c'est presque le mal incarné. Parce que c'est quand même des personnes avec lesquelles tu peux pas... Il n'y a pas d'espoir. Et puis c'est ça où les gens, ils veulent pas t'entendre. Et puis au début, je me rappelle que je disais, je crois que Denis, c'est un pervers narcissique. Et puis quand tu expliques un peu, il n'y a pas d'espoir parce qu'ils ne se remettent pas en question. Y a pas... Si les gens connaissent pas, ils peuvent pas imaginer que ça existe. Et puis après, avec le féminisme, le féminisme m'a permis vraiment de réaliser les schémas que j'ai suivis, induits par la société. Ça, par contre, c'est venu avec le féminisme. Par exemple, je sais pas, le fait de garder ta maison propre. Voilà, que Denis ait pu obtenir autant de moi, c'est justement à cause de ce que la société a instauré pour les femmes, en fait, contre les femmes. Je sais pas comment dire ça, c'est mais... une injonction, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est comme si on est groomed par la société pour l'abus, en fait. Voilà, c'est ça, exactement ça. Et c'est là que je me suis rendu compte, en fait, que ces hommes, même le troisième que j'ai quitté il y a pas si longtemps, ils se croyaient en plein droit. Et ça, c'est le féminisme qui m'a fait comprendre. Il y a quand même un truc où ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit de dire « Mais t'es conne ou bien, Nadia ?» Enfin, tu vois. Et puis ça, alors après, quand j'ai découvert tout ça, j'étais tellement indignée et tellement en colère que même maintenant, je pense que je suis encore en colère. Je vois dans mon travail que je suis en colère, quoi. Mais il y a un truc, juste, Il y a Nadia qui se raboule au pas de charge et puis qui règle le truc, qui règle. J'arrive pas toujours à régler, mais je gère le truc et je viens de dire ça va pas, c'est pas juste, c'est pas respectueux, c'est vraiment hyper important pour moi. T'as ce besoin de justice, quoi. Et de limite, en fait. Oui, c'est ça. J'ai 56 ans maintenant, m'est arrivé tout ce qui m'est arrivé, j'ai élevé ces enfants, je me suis complètement perdue, j'ai cru des choses, j'ai jamais cru ce que j'étais. En fait, je suis en train de découvrir ce que je suis. Puis en fait, je suis pas la nulle qu'ils ont dit, mais il y a des fois où je pourrais trépigner sur place, tu sais, vraiment. Et puis voilà, mais le féminisme m'a permis ça, de comprendre aussi pourquoi moi je m'étais laissé faire autant. C'est pas que... tu vois, des fois je réfléchis, je me dis, mais les contes, avec le prince qu'il faut nous sauver, tous ces trucs, j'ai été formatée par tous ces trucs, quoi. Puis ma maman, elle m'a pas... mais je pense que comme toutes les mamans de cette génération, je lui fais pas un reproche, mais elle m'a pas appris que je pouvais être indépendante, que j'avais pas besoin d'un homme, tu vois. Donc du coup, moi, après, quand j'ai vu aussi Pascal, le dernier amoureux, comme il faisait, comme il croyait qu'il était au-dessus de moi, puis qu'à quelque part, c'était quand même lui qui avait le pouvoir, tu vois. Mais je me suis dit, là, je l'ai quitté, c'était hyper dur. Mais après, je me suis dit, mais réfléchis voir, en fait. T'as toujours donné du pouvoir aux autres. Et puis toi, t'es un peu le petit truc nul qui sait pas se débrouiller toute seule. Et puis maintenant, il faut que t'apprennes. Ça a été
douloureux quand même, hein. Il faut que tu apprennes à te suffire à toi-même. Ouais. Et puis, c'est toi qui te fais du bien. Essaye de développer une richesse intérieure qui va te nourrir pour que tu n'aies plus cette tendance. Après, je pense pas, c'est pas de la magie, donc voilà, je vais avoir des travers quand même, mais où je vais pas retomber dans cette dépendance affective, solitude douloureuse. Parce qu'au début, quand j'ai quitté Pascal, j'ai eu vraiment l'impression que j'étais pas conforme, parce que j'étais seule, tu vois. Les célibataires, c'est pas conforme, quoi, c'est pas... Voilà. Et du coup, je trouve que j'ai assez bien réussi à faire ça, parce que, par exemple, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, quand je travaille pour les enfants, je donne beaucoup. Vraiment, je m'investis à fond, je donne énormément. Et puis, une accompagnante m'a dit... mais t'as vu tout ce que tu donnes, tout ce que tu t'occupes de tout le monde, et puis qui s'occupe de toi? Et puis j'ai dit, personne s'occupe de moi. Puis en fait, quand j'ai dit ça, je me suis rendu compte que ça me posait pas un problème. En fait, ouais, t'en étais presque fière, non? Genre, voilà. Ouais. C'est une parfaite transition pour parler de toi, justement, aujourd'hui. Tu n'es donc pas en couple. Non. Et tu dis que... T'as dû faire un travail, mais t'as fini par te dire que c'est tout à fait ok d'être seule et c'est pas être non conforme ou quoi que ce soit, en fait. Comment tu vois aujourd'hui les relations hétérosexuelles? Est-ce que tu veux être en couple? Est-ce que c'est un but que tu as? Est-ce que plutôt tu t'en éloignes? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Je suis assez ambivalente, en fait. J'ai compris quand même que c'est pas... je parle de manière un peu absolue, mais que tout le monde prend la même voie, et tout le monde pense que le but de la vie, c'est d'être en couple. J'ai pris conscience de ça aussi en lisant les livres de Mona Chollet, où elle cite des séries ou des films, où c'est tout le temps... Le but, c'est l'amour. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors, du coup, en réfléchissant, je me suis rendu compte que je pense qu'on se fourvoie à absolument vouloir mettre au centre de notre vie l'amour en couple, en fait. Ouais. On ferait bien mieux de mettre de l'énergie à s'occuper de nous-mêmes et puis de faire ce qu'on aime, de faire ce qui nous remplit. Et puis, si un jour on rencontre quelqu'un, cool, quoi. Ouais. Mais voilà, alors je pense que j'en suis un peu là. Okay. En même temps, je suis vraiment pas à la recherche de quelqu'un avec qui partager ma vie. J'ai pas envie de faire ça. Je trouverais presque pathétique. Ouais. Je m'attendais pas au mot pathétique. Je m'attendais à un mot genre dommage. Ouais. Mais sur mon chemin est arrivée une personne que j'ai observée et qui m'a bien plu et qui me semble différent des autres. Mais voilà, je suis pas en couple et puis cette personne quand même, je l'observe et tout et puis des fois il y a des trucs qui m'agacent et puis au fil du temps il y a des trucs que je trouve pas très justes. Alors on n'en est pas du tout en relation amoureuse du tout quoi, mais même dans la minuscule relation qu'on a, il y a quand même des choses qui sont pas très justes et tout puis ça m'agace. Du coup c'est vrai que ces derniers jours je me suis dit mais est-ce que j'ai vraiment envie de redevoir composer avec les travers d'une autre personne quoi. Ouais. Okay. Voilà, c'était un peu ça. Malheureusement, je suis vraiment, vraiment profondément hétéro, donc ça peut être qu'un homme. Puis ils sont quand même un peu tous cons, quoi. Franchement, moi, non, mais franchement, tu me demandais ce que mon féminisme a développé, mais vraiment, il a développé une espèce de... radar, c'est pas vraiment le mot, mais je les scanne un peu, là, puis je veux dire, mais il y en a, tu vois, tout de suite, c'est des cons, quoi. Enfin, franchement... Il y a d'autres, t'as pas besoin d'attendre longtemps pour voir que c'est aussi des cons, en fait. Mais même s'ils n'ont pas parlé, puis que tu les connais pas, puis qu'ils sont de loin, tu sais, il y en a... Ouais. Voilà, alors après, peut-être je suis un peu catégorique, mais... Enfin, je me dis, mais il y en a pas un pour rattraper l'autre, quoi. C'est vraiment... C'est clair, c'est clair. Franchement, voilà, quoi. Ouais. Donc, mais à part ça, je trouve hyper triste, parce que moi, j'aimerais bien, des fois, m'endormir dans les bras de quelqu'un, tu sais. Tout le contact physique aussi, ça me manque un peu, je trouve... Ouais. C'est vraiment hyper dommage, quoi. Mais je vais pas sacrifier ma liberté pour ça, quoi. Peut-être qu'un jour, je vais rencontrer quelqu'un qui me correspond. Peut-être que la personne que j'aime bien en ce moment, un jour, il va se passer quelque chose ou pas. Il restera dans son appart et moi dans le mien.
Parce que tout ce qui est conventionnel, c'est fini pour je toi. veux plus dans ma vie. Ouais, c'est clair. La grand-maman gâteau, il n'y aura pas dans ma famille. Alors voilà, tu parlais, quand on s'est vu, de vouloir réinventer la famille. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par ça dans ta situation actuelle, dans le sens avec ta famille que tu as? De la part d'une femme de mon âge, quoi, qui a des enfants grands. Et puis, j'aimerais, mais en même temps, je trouve que les liens avec mes enfants sont difficiles. Mon Dieu, quand ils vont écouter ce podcast. Si je le dis pour me simplifier la vie, et c'est pas bien dit, à cause de leur père, et aussi à cause de moi, parce que je pense que j'ai pas fait tout bien non plus. Enfin, je pense qu'ici, ils décidaient de me dire ce qu'ils ont à me reprocher, ils auraient des choses à me dire, parce que j'ai pas été une mère exemplaire, et puis je trouve qu'ils sont quand même sympas, parce que pour l'instant ils me protègent de ça, mais ils peuvent venir me parler, en fait, voilà, pour moi il n'y a pas de problème, je suis pas aussi fragile que les deux hommes. Je pense qu'aux hommes ils pourront jamais leur dire, aux deux pères, ce qu'ils pensent vraiment, ils pourront jamais. Moi, si un jour ils ont envie, ils peuvent, même si ça me fait du mal, mais au moins je pourrais m'excuser ou expliquer, quoi. Ils sont quand même vachement cool parce qu'ils sont tous gentils avec moi, ils n'ont pas coupé le lien. Les 3 grands pourraient m'en vouloir parce que quand je me suis mise avec mon deuxième mari, ils étaient petits, donc c'est lui qui les a élevés, donc ils se sont tapés ce beau-père toxique et sadique, ils pourraient m'en vouloir pour ça. Je trouve qu'ils sont hyper matures quand on parle de ça, et ils sont hyper bienveillants vis-à-vis de moi. Peut-être à cause de notre histoire familiale, peut-être à cause de notre vécu, parce que je me suis rendu compte aussi que ce qui s'est passé avec Denis, il y avait les 5 enfants, moi et Denis, on a tous notre propre expérience, même si c'était le même homme qui nous maltraitait, tu sais. Et moi, il m'a fait des trucs différents que ce qu'il a fait aux enfants. Il a vraiment pompé ma substance vitale, parce qu'en fait, je me rends compte maintenant que je me suis reconstruite que j'ai une grande force vitale, une flamme de vie... une grande flamme de vie. Il m'a tout pompé ça parce que lui, il n'avait pas. Il m'a rendu esclave, en fait, de lui, dépendante de lui. Mais avec les enfants, il avait plaisir à leur faire du mal, quand même. Pas physiquement, mais psychologiquement. Il avait Puis après, chaque enfant avec sa personnalité a vécu les choses à sa manière. Mais moi, c'est vrai que s'ils font pas d'enfants, déjà, mes enfants, je trouve que c'est bien. Après, je suis peut-être dégoûtée parce que j'en ai eu 5 et que c'était une abnégation de malade. Et je pense qu'ils s'en rendent pas compte, mes enfants, vraiment pas. Puis quelque part, des fois, je me dis égoïstement, mais s'ils font pas d'enfants, ils verront jamais l'abnégation que j'ai donnée. Ouais. Ils comprendront pas. Voilà, jamais. Ils me comprendront jamais, en fait. Ouais. Et puis, sur les 5, j'ai 4 garçons. Donc, même s'ils font des enfants, je suis pas sûre qu'un jour, ils comprendront vraiment ce que c'est. Mais ça aussi, je suis complètement en porte-à-faux avec les autres femmes de mon âge que j'ai rencontrées, parce que je ne connais pas toutes les femmes de mon âge. Mais je n'ai pas ce besoin d'être grand-maman. Je m'en fous complètement. Alors, si j'ai pas de petits-enfants, alors je m'en fous complètement parce que moi, ce que je veux, c'est que mes enfants, ils fassent la vie qu'ils ont envie. Donc, par exemple, Mathilde, comme elle est partie, peut-être qu'un jour, elle changera d'avis, puis qu'elle en fera, j'en sais rien. Mais comme elle est partie, je pense vraiment qu'elle va pas en faire. Parce que je pense que c'est des 5 enfants la seule qui a une toute petite idée de ce que j'ai subi, quoi. Et qui est vraiment en colère de ce que les 2 hommes m'ont fait. Elle a très bien analysé ce qui m'est arrivé. Elle n'a pas du tout l'intention de refaire pareil, quoi. Du coup, je trouve qu'elle casse le truc et je suis trop contente et fière d'elle. T'es fière d'elle. Mais c'est trop beau que tu sois fière d'elle et que tu vois ça comme ça. Parce que, déjà, beaucoup de femmes sont aliénées quand elles deviennent mamans. C'est l'histoire un peu de cette humanité, quoi. Mais ça n'empêche pas du tout que la plupart des mamans veulent que leurs gosses aient des enfants. Oui. Elles comprennent pas. Donc ça, déjà, c'est trop beau. Et en plus, c'est vrai qu'en général, quand il y a un enfant qui essaye de casser les schémas intergénérationnels, il ou elle est traité comme l'emmerdeur, la merdeuse, le mouton noir. Et toi, par contre, t'essayes plutôt d'être fière de Mathilde en disant c'est super que tu casses les schémas. Oui, il faut qu'elle casse les schémas. Franchement, au-dessus, les générations d'au-dessus, on a des schémas de merde, je t'assure. Vraiment. C'est clair. Et ça, je pense que mon histoire est aussi entachée par ça, quoi. Non, bien sûr. On n'est pas là par hasard. Du coup, non, moi, j'ai envie de lui dire, mais fais juste ta vie et profite, quoi. Moi, je trouve ça trop bien ce que tu nous racontes. Merci beaucoup d'être là, vraiment. Coralie et moi, on en parle tout le temps. On est frustrés, vraiment, de la génération
de nos parents grossièrement. Vraiment de dire ce truc, mais nous, on est la génération qu'on est, on réfléchit comme on réfléchit, on est cuit au four, on est sorti du four à 30 ans, puis on change plus, en fait. Et c'est extrêmement frustrant, parce que d'un côté, ça fait que tu peux pas discuter avec ces gens-là. Ouais, c'est ce que Morgane, elle me dit. Ouais, c'est dur à vivre, parce qu'en fait, du coup, tu sens que t'as beau exister, t'as beau à dire des choses, faire des discours, tu changes pas le discours de l'autre en face. Du coup, c'est pas une relation, en fait. C'est toi qui envoies des choses contre une roue et qui te renvoie la boue dans la gueule, en fait. Ouais. Et ça, moi, je le rencontre dans plusieurs contextes. Et ce truc où, quand en plus t'essayes de changer les choses, on te fait sentir que t'es la nuisance, que t'es l'emmerdeuse. Et ça, c'est vraiment, vraiment dur. Et de pas reconnaître que quand t'essayes de changer les choses, c'est qu'en fait, tu tiens à garder les relations. Tu tiens à ce qu'elles évoluent. Et qu'en fait, on est safe que dans le mouvement. Et c'est ça aussi que j'essaie de dire, c'est que les gens ont peur de changer parce qu'ils se sentent pas safe. Mais en fait, t'es pas safe quand tu changes pas. Non, c'est ça. Parce que du coup, moi, je me dis, si j'ai, je sais pas, une amie, un parent, un oncle, une tante, une sœur, on s'en fout, quelqu'un dans ma vie qui change pas, je me dis, mais le jour où moi je vais changer, ça veut dire que tu m'accueilles plus. Du coup, on n'est pas safe. On est safe que dans le mouvement. Ça, je suis complètement d'accord. Je te connais peu et on connaît pas ta famille, encore une fois, mais je trouve que tu fais ça, en fait. Tu vas avec le mouvement et tu accueilles le mouvement. Et c'est vraiment super. C'est vrai que ma génération, ils sont comme ça un peu pétrifiés ou... Ouais, c'est ça, pétrifié. Je crois que c'est le bon, c'est le bon mot. Mais moi, je trouve votre génération hyper intéressante. Et puis, vous avez quand même une forme de liberté. Vous osez, en fait. Nous, on n'osait pas. Bon, il n'y avait pas autant de prise de conscience. En fait, on était quand même des petits moutons qui suivions bien qu'on attendait de nous. Mais je trouve que vous êtes plus courageux. Je sais pas comment dire, mais des fois, j'entends, je sais pas, je parle avec la mère de mon copain ou comme ça. Puis vraiment, je remarque qu'il y a eu un tout petit peu de plus de liberté qui, j'ai l'impression, qui nous a été donnée. Et du coup, on pourrait rien en faire, je veux dire. Mais je pense qu'effectivement, on a eu plus l'opportunité quand même. Enfin, je sais pas, t'entends des trucs. Ma belle-mère, elle vient du fin fond de la Suisse allemande. T'avais pas d'option, quoi. Enfin, tu faisais ce qu'on te disait, et puis tu fermes bien ta gueule. Et t'es un peu là, ok, nous, on a quand même moins ça, je pense, vraiment. Et puis Internet, quoi. On a tellement plus de sources d'infos, de trucs. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte que même si ça clashait avec mes parents, il y a des trucs qu'ils acceptaient pas que je faisais, il y avait un espèce de truc où j'avais une issue. Il y a en effet Internet, t'as une communauté ailleurs, t'as une issue, en fait. Mes parents vont être là que jusqu'à mes 18 ans, et après, je vais faire ce que je veux. J'avais juste dans ma tête ce truc de mes parents sont pas là pour toujours. Alors que si t'as pas Internet, si t'as pas une communauté possible, t'as que ça, en fait. T'es enfermé. Puis si tu vis justement dans une communauté, même à l'époque, en ville, tu vivais avec, je sais pas, tes voisins, tes voisines, puis la vie de tout le monde est hyper important. Tu peux pas sortir de ça, en fait, parce que c'est dans nos cerveaux reptiliens. C'est pas safe de sortir du lot. Alors que là, tu trouves un autre lot en ligne. Oui, exactement. Et puis d'autres réflexions, et puis d'autres gens qui te comprennent, et puis sur plein de thématiques, puis tu peux apprendre tellement de choses, même par hasard, en fait. Moi, j'avais eu ça justement avec mon ex, en mode, tout d'un coup, tu regardes un truc, puis t'es là, mais ça, c'était une relation toxique, en fait. Mais ça, je le sais grâce à Internet, en lisant des trucs, en me disant, ah ouais, il faisait ça, ah ouais, il faisait ça, ah ouais, il faisait ça. Mais personne me l'a dit, en fait. Ça me fait un peu penser quand je dis que les gens... Si tu sais pas qu'il peut y avoir... c'est exagéré, mais qu'il peut y avoir des personnes aussi mauvaises, tu vas tomber dans le panneau. Parce que tu sais pas que ça existe, tu vois. Tu sais pas, Mais pour en revenir à la famille que j'aimerais réinventer, en fait, je suis un peu partie sur mes enfants, mais ce que je voulais dire, c'est, parce que j'ai vu ma maman s'obliger à faire des grillades, à faire des repas de Noël, puis on en a tous profité, donc. J'ai essayé de faire, il y a quelques années, où je faisais des repas pour les anniversaires et tout. Et après, je devais tout ranger, il n'y avait aucun enfant qui venait m'aider. Et puis, Louis, il aide pas mal quand même, mais certains étaient avec leur PlayStation ou je sais pas quoi, devant la télé, alors qu'il fallait tout ranger. Et j'ai dit non, ça c'est bon, quoi. Ça, je ne fais plus. L'année passée, à Pâques, je leur ai dit, on fait un atelier pour teindre les œufs, et puis chacun amène un truc, puis on fait un souper canadien. En fait, j'ai un peu envie de faire des choses un peu comme ça, mais maintenant, mon travail me prend beaucoup, puis j'ai plus fait trop de propositions. J'avais aussi mis dans le groupe des fois visite, je sais plus, à l'Ermitage, j'avais proposé 1 ou 2 sorties, mais ça prend pas tellement. Je sais pas encore comment je vais réinventer, parce que je pense que je me suis pas encore équilibrée. Il faudrait aussi que je parle avec mes enfants, qu'est-ce qu'ils ont envie eux. Je pense que j'ai pas encore reconstruit la famille. Je me suis occupée de me reconstruire moi. Je sais même pas si je pourrais reconstruire la famille, alors que maintenant, ils sont trentenaires, et puis... Si
tu deviens grand-mère, tu t'imagines ça comment ? Alors, si je deviens grand-mère, quand même, il y a un truc que j'aimerais bien, c'est rattraper ce que j'ai pas pu faire avec mes enfants à cause de Denis. C'est-à-dire que j'ai fait que de nettoyer puis de les éduquer. Et j'ai pas pu barbouiller de la peinture, aller faire des balades. Avec Louis et Mathilde, j'ai pu un peu plus quand même, parce que les jumeaux étaient partis chez leur père. Et puis, j'avais ces espaces le mercredi après-midi ou les vacances scolaires, où Denis n'était pas là, et où je pouvais... on allait à la roulotte enchantée l'été, il y avait la roulotte enchantée dans les parcs lausannois, où ils pouvaient faire plein de trucs. Je les ai beaucoup inscrits à Pâques au musée. Enfin, avec Louis et Mathilde, j'ai quand même fait un peu des trucs. Avec les grands, j'ai moins pu. En fait, mon idée dans un petit enfant, c'est déjà de le garder pour créer une relation et le connaître. Et accessoirement rendre service aux parents. Ouais. Mais s'ils font un bébé, il faut qu'ils l'assument puis qu'ils se débrouillent, quoi. Je ne vais pas me remettre des entraves, voilà. Ce que j'aimerais... c'est créer vraiment une relation avec autour de la notion de plaisir, je crois. Ouais, en fait. Du coup, là, j'habite dans un immense 4 pièces avec Louis et Mathilde que j'espère pouvoir acheter. Je sais déjà ce que je vais faire de ce grand 4 pièces, quoi. Après, c'est un peu indécent. Parce que, de nos jours, c'est un peu indécent, quoi. Mais non, mais moi, j'ai envie d'avoir de l'espace, justement, si j'ai un ou des petits-enfants, pour qu'ils puissent vraiment être confortables, qu'ils puissent dormir, qu'on puisse avoir une pièce où, je sais pas, moi, il y aura tous des trucs pour la créativité, des dessins et tout. Je vais les emmener au petit théâtre. Voilà, je vais faire des trucs... Parce que j'ai ce souvenir de mes enfants. Bon, il y en avait 5, forcément, mais quand on était chez les grands-parents, dans leur petit appart, ils étaient... Tu sais, c'est comme s'ils étaient ici, imagine, un peu cognés par là, en train de jouer par terre avec des trucs. Puis non, j'aimerais leur offrir du beau, tu sais, de l'espace, de la lumière, du beau, quoi. Okay. C'était comment pour toi, Nadia, de venir au podcast ? Au début, c'était un peu stressant, parce qu'avec mon trouble de l'attention, je sais que des fois, je peux avoir des moments de blanc comme ça, un long moment où je sais plus où je suis, qui je suis, enfin voilà. Ça, j'ai pas eu. Et puis, j'avais peur aussi de partir en arborescence. Je crois que je l'ai un peu fait quand même, mais mes enfants me demandent tout le temps de synthétiser, mais j'arrive pas bien. Et puis, autrement, c'est trop bien. J'ai eu beaucoup de plaisir d'être avec vous et puis de partager tout ça. Et puis... C'est dommage, j'ai un peu trop parlé. Moi, j'aurais voulu aussi... Tu es l'invité. Oui, d'accord, mais je pense qu'il y avait plein de trucs intéressants à dire. Mais... Ouais, non, c'était trop bien. Ouais. Et puis voilà, en fait, aussi, ce que je voulais dire, c'est que je me suis un peu livrée, quoi. Donc, je sais pas trop si mes enfants écoutent ça, comment ils vont le prendre. Je me suis un peu inquiétée. Aujourd'hui, là, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je dis pas, nanana et tout. Et puis, je me suis inquiétée pour eux. En fait, voilà, leur maman, elle est comme ça. En 2022, elle est comme ça. Et leur maman, dans le vécu qu'elle a eu en commun avec eux, et dans son propre vécu personnel qu'elle a eu avant eux, c'est comme ça qu'elle l'a vécu et c'est comme ça qu'elle le raconte aujourd'hui. Et j'ai décidé que j'assumais ça. Si ça leur plaît pas, je suis vraiment désolée pour eux, mais c'est comme ça. Et que vous pouvez en parler, j'imagine. Et qu'on peut en parler, oui, et que j'aimerais bien réinventer la famille avec eux, et puis que... Malgré le fait que je dis « Ne faites pas d'enfants, vivez votre vie pleinement. » Puis je les aime inconditionnellement fort. Quoi. Une très bonne conclusion. Oui. J'ai quand même envie de dire que ça m'a trop touchée, ton histoire. T'as dit, avant, un moment en rigolant, je suis pas aigrie, mais non, enfin, justement, t'en as quand même pris plein la gueule, quoi. Ouais, j'en ai pris plein la gueule. Et puis, je trouve très encourageant, en fait, parce que peu importe, finalement, l'âge... Tu vois, il y a ce côté où on a tendance à dire que tout se solidifie un peu vers 30 ans, quoi. Puis que, voilà, maintenant c'est ta personnalité, puis c'est ta vie, puis tu vas pas te poser de questions. Pas du tout, alors. Hein. Et que je trouve très... Vraiment pas. Impressionnant que ça soit pas le cas, en fait, et que tu aies appris tellement de choses, et que tu t'en ressortes, et que tu apprennes tellement de leçons, et que tu sois prête à les partager. Merci beaucoup. Ouais, trop merci. Merci à vous. Oui, c'était Les Poissons sans bicyclette, podcast indépendant basé à Lausanne. On a un Patreon, venez nous soutenir. Puis voilà, c'était Les Poissons sans bicyclette avec Lirza, Nadia et Coraline. Bisous. Merci, bisous. Au revoir.